Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les parlementaires béninois de la 9e législature ont démarré la plénière sur l'examen du dossier relatif à la modification du code électoral ce mardi. Déjà, deux tendances se sont fait remarquer au sein de la commission des lois. Nous y reviendrons dans cette édition. Depuis le démarrage de répression contre le non-respect du casque au Bénin, les citoyens de Cotonou se mettent au pas. C'est ce qui ressort du constat effectué par une équipe de ZAE-TV. Des précisions dans cette édition. En Gambie, le pays dévoile son plan de cour internationale pour juger l'ancien dictateur Yahya Jammeh. Plus de précisions dans ce journal. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à l'Assemblée nationale du Bénin. La plénière devant se pencher sur la relecture du code électoral a démarré ce mardi 5 mars 2024. Les travaux de la session ont été ouverts dans l'après-midi de ce mardi et la séance est présidée par le président Louis Vlavonou. Deux propositions sont sur la table des élus parlementaires. Une première proposition a été soumise à l'étude de représentation nationale par le député Akenatonde, président du groupe parlementaire de l'Union progressiste Le Renouveau. L'autre a été introduite par le député Nourenoua Tchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Et elles font suite à une décision de la Cour constitutionnelle liée au parrainage des candidats à la présidentielle de 2026. La commission des lois a présenté son rapport sur l'examen de ces deux propositions de loi portant relecture du code électoral et la députée rapporteure de la commission des lois a fait remarquer que lors des travaux en commission, les commissaires ont décidé de la jonction des deux propositions pour en faire une étude unique. Selon elle, les débats se sont cristallisés autour des deux tendances. Pour la première tendance, le code électoral ne devrait pas être un outil d'exclusion, de division et de crise politique et sociale. Les défendeurs de cette tendance estiment que ce code électoral de 2019 regorge de clauses chrysogènes. Et pour cette catégorie de députés, le quitus fiscal est à supprimer parce qu'il s'est révélé être un instrument d'exclusion avec des taxations fantaisistes et des tracasseries inadmissibles. La seconde tendance de députés, quant à elle, reconnaît que les élections mal gérées sont source de crise, mais ils estiment que les violences enregistrées à l'occasion des élections de 2019 et 2021 sont plutôt dues à la soumission d'une représentation à la soumission d'une partie de l'opposition aux tests en vigueur. Ces tests querellés étant les mêmes qui ont permis leur représentation à la mandature en cours à l'Assemblée nationale. Ces députés reconnaissent que tout n'est pas parfait dans le code électoral de 2019, mais l'on ne saurait remettre tout en cause. Ils soutiennent d'ailleurs tout le bien fondé du quitus fiscal et son avis
pour plus d'efforts de la part de l'administration fiscale pour faciliter la délivrance à tous les ayants droit. Dans le processus de réduction des inégalités entre les sexes au Bénin, de nombreux progrès ont été enregistrés depuis 1990. La Constitution béninoise protège les droits de la femme et interdit toute discrimination à son encontre. Son article 26 dispose que l'homme et la femme sont égaux en droit et que dit la loi à propos de l'égalité entre l'homme et la femme. Élément de réponse avec Gracien Mokoko, juriste et consultant en droit humain. Il s'exprime au micro de Nosérine Fatoumbi, Francis Fahami. Le principe de l'égalité au plan juridique, il faut noter que l'État du Bénin, en 90, a fait l'option de ce qu'on appelle le constitutionnalisme libéral. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle constitution qui a été établie et à l'intérieur, il y a la présence des droits de l'homme. Et les droits de l'homme sont basés sur deux principes fondamentaux, à savoir la dignité humaine et le principe de l'égalité. Donc, on ne pouvait pas consacrer les droits de l'homme comme ça a été effectué en 1990 sans veiller à l'effectivité du principe de l'égalité et notamment de l'égalité entre hommes et femmes. Et c'est ce que le constituant de 90 a effectué, évidemment, en consacrant l'égalité entre hommes et femmes au niveau de l'article 26 de la Constitution. Et c'est heureux parce qu'avant cela, ce n'est pas forcément le cas, mais ce constituant est allé loin. Au-delà de la consécration du principe de l'égalité, il a prévu ce qu'on appelle la discrimination positive, puisque la femme a été déjà victime de déséquilibre. Donc il faut trouver des voies et moyens juridiques pour permettre à la jeune féminine de remonter un peu la pente et de corriger les situations de déséquilibre qui existent encore. Donc c'est pour ça que le principe de la discrimination positive a été introduit par le constituant, toujours à l'alinéa 2 de l'article 26 de la Constitution que j'ai cité précédemment. Maintenant, après l'adoption de cette constitution, on a constaté que le Parlement béninois, à travers le législateur, a pris l'initiative de voter beaucoup de lois parce que, n'oublions pas, au niveau de l'article 98 de la Constitution, il est clairement martelé qu'il y a beaucoup de choses dans notre société qu'on peut appeler des réalités socio-culturelles qui ne vont pas de concert avec le principe de l'égalité des femmes. Donc il a été prévu à l'article 98 de la Constitution que les parlementaires doivent veiller à vraiment enlever, mettre en conformité toutes ces pratiques coutumières ou ces pratiques sociétales qui ne sont pas en conformité avec le principe de l'égalité des sexes. Et c'est ce que le Parlement a fait à travers notamment la loi portant code béninois des personnes et de la famille, puisque dans l'ancienne loi qui régissait la famille au Bénin, on parlait de l'autorité paternelle. Donc c'était une loi qui avait consacré la chefferie masculine et la femme était un peu comme un sujet à l'intérieur du foyer. Mais depuis que la loi de 2004 a été prise, le Parlement est resté dans les orientations données par le constituant à travers l'article 26 de la Constitution pour adopter un code des personnes et de la famille qui a consacré l'égalité des sexes, hommes et femmes, et le principe de l'autorité paternelle a été remplacé par l'autorité parentale. Ça veut dire que désormais, c'est la femme, c'est l'homme, les deux qui font l'autorité de la famille, ce n'est plus exclusivement l'homme. Au-delà de ça, on a vu que les efforts du Parlement ont porté leurs fruits parce que le traitement salarial aujourd'hui, lorsque vous allez dans les services, c'est la même chose. Les hommes ne sont pas mieux payés que les femmes. Effectivement, lorsque vous devez aller à l'école, la Constitution a prévu que l'éducation, tout le monde a accès à ça, sans poser de conditions discriminatoires pour, comment on appelle, contre la femme. Donc, toutes ces mesures ont été prises. Seulement que, dans la réalité des faits, on ne voit pas encore réellement l'effectivité. Mais j'ai l'impression que c'est seulement au plan politique que le déséquilibre entre hommes et femmes se constate désormais. Sinon, sur les autres plans, sur le plan social, l'éducation, l'accès à l'eau, l'électricité, tout ça, le problème est réglé d'une manière maximale. Mais sur le plan politique, il y a un problème, même si la loi révisionniste de 2019 a quand même consacré un quota pour améliorer la représentativité féminine au sein du Parlement.
Le port de casque est désormais obligatoire au Bénin, aussi bien pour les motocyclistes que les passagers. Les forces de l'ordre béninoises ont décidé de sévir dès le 1er mars dernier. 5 jours après le début de cette répression, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques motocyclistes béninois pour s'enquérir de l'effectivité de cette mesure. Ils sont au micro de Francis Fahmi et Nancérine Fatoumbi. J'ai un collègue là, Zemidan, qui est là. Il a 2 casques. Il a remis le casque à un client qui a porté devant lui. Au cours de chemin, comme le Zemidan est en train de conduire sa moto, le client a levé le casque. La police les a arrêtés. Il m'a dit que c'est mon casque que j'ai remis à mon client. Et la police a le courage de dire au client de partir et le Zemidan ira payer 10 000 francs au trésor. En plus, aller au commissariat, faire les formalités du commissariat. Aujourd'hui, il est parti à l'impôt pour payer. On lui dit d'aller payer en ligne. Depuis le matin, il est en train de tenter en ligne, ça ne marche pas. La plaque en question, c'est identification. C'est pour identifier. Oui, je suis pour. Mais pour dire, si tu es un Zemidan, la personne que tu vas remorquer va encore porter son casque. Est-ce que c'est toi qui vas acheter le casque pour le client ou bien c'est le client même qui porte son casque? Il doit passer par les places cycliques, ils appellent ça. C'est beau. Mais le grand problème, c'est de dire que même le Zemidan prend quelqu'un sur sa moto, celui qui est derrière doit avoir son casque à lui. Cette décision a été expérimentée déjà au Bénin. Ça n'a pas marché. L'État n'a qu'à subventionner le casque, nous vendons ça à 2000 et les clients aussi vont en procurer. Chacun va acheter son casque. Parce que certains refusent de porter, même si tu as 2 casques, certains clients refusent de les porter. Parce qu'il y a plusieurs maladies. Le directeur de la sécurité publique, je lui dis sincèrement, ayez pitié. Ayez pitié. Les Zemidan, celui qui a accepté d'être Zemidan a accepté d'accompagner la société. Il peut être un délinquant, mais pourquoi on veut s'acharner contre les Zemidan? Sincèrement, ce n'est pas bon. La vente des repas dans les rues est une pratique très répandue au Bénin, notamment dans les villes comme Cotonou. Certaines vendeuses de nourriture se préoccupent parfois peu de l'hygiène des aliments, exposant les consommateurs à de gros risques sanitaires. Au micro de Quentin Amoussou, quelques citoyens béninois évoquent les inconvénients de cette pratique. On les écoute. Il y a les cas des célibataires. Il y a le cas des célibataires. Il y a beaucoup de cas, en fait. Il y a le cas des célibataires. Et aussi, on voit même des personnes mariées au foyer aussi qui vont au bord des voies pour aller acheter. Bon, là, les raisons sont personnelles. Ouais, les raisons, chacun a ses raisons. Mais si moi, je dois m'appuyer sur un point, c'est peut-être la personne est sortie du boulot et elle veut rentrer à la maison toute fatiguée, il faut manger avant de rentrer. Soit arriver à la maison, il n'y a personne à la maison qui va cuisiner, tout ça là. Ça, c'est le cas des célibataires. Parce que nous, les bonnes dames, nous écrasées, condiments, bon. Elle a choqué nous doit ici. Et le fini, nous écraser tomates big black pour les bon. Ce n'est pas conseil d'aller manger au bord de la voie. Mais on n'a pas le choix. Nous avons mal de choix. Si nous kéké, les coton, zamedien na wapi. Bon, over na noa. N'y na bloc bon. Mais quelqu'un qui a des bédos assis au home, pour tous les nasi dans nous moi. Nous quelqu'un qui a les vodes bon. Et ça le ténor est un top no gombodo, cuisine tout ouais chobodo, toko me bioé. Donc nous doit dire doudou mais de vada étant de tombo et on pelio et non éditeur de bono doudou et quand il d'agbia. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les ingrédients avec lesquels nos mamans, nos bonnes femmes se servent pour préparer au jour d'aujourd'hui au bord des voies sont des ingrédients pourris.
Et quand vous vous rasadez à aller vers les marchés tels que Dantokba, Saint-Michel, je donne l'exemple de la tomate que nous consommons, qu'elle se serve pour préparer les sauces. C'est fréquemment des tomates pourries qu'elles aillent, n'est-ce pas, acheter au prix moins cher et elles viennent nous préparer, n'est-ce pas, des mets que nous consommons au bord des voies. Manger au bord de la voie, ce n'est pas que c'est conseillé, parce que vous ne savez pas comment, quelle hygiène on accorde à ces préparations-là. Voyez-vous. Donc, quand vous prenez votre nourriture à la maison, vous savez ce que vous avez mangé. Tu te lèves le matin très tôt, tu reviens à la maison et le soir vers minuit ou bien 23h comme ça. Donc tu n'auras pas le temps, même si tu as une femme à la maison. Et la femme te prépare. Déjà arrivé à la maison, le soir tu es déjà fatigué. Donc tu dois chercher quelque chose à manger au dehors d'abord avant que tu ne rentres. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne mangent pas à la maison. Mais moi je vois que c'est pas bon parce que ça nuit gravement à la santé. Puisque premièrement, tu ne sais pas là où les bonnes dames préparent la nourriture, genre, est-ce que c'est propre? Donc on va faire avec, selon moi ce que j'ai, on va faire avec. On met des béton vernis, on a choisi bon on va prendre précaution, il y a des béton vernis, on a donc temps de tété, on met des lait de la salle. Alors tout ça là, ça engendre quand même des maladies, ça amène des maladies au niveau de tous ceux qui vont passer par là acheter et manger. Et voilà, donc moi de mon côté, j'ai toujours commencé par avoir peur. Je prends garde maintenant de ne plus manger au bord des voies. 2 écoles primaires ont été incendiées dans l'arrondissement de Kompa à Karimama au nord du Bénin. Les faits se sont produits dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mars dernier. Dans un tweet, le ministère en charge des enseignements maternels et primaires s'est dit préoccupé en raison des rapports attribuant l'origine de l'incendie à une source criminelle. Le ministère condamne fortement tout acte de violence qui compromet l'éducation des enfants et la sécurité des établissements scolaires. Il se veut prudent dans sa réaction, notamment sur l'origine des faits, et raison pour laquelle le ministère a appelé une enquête approfondie et transparente. Ceci pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie et identifier les responsables, tout en exhortant la population à faire preuve de calme et de coopération avec les autorités dans cette période difficile. Le dit ministère dit être déterminé à promouvoir un environnement éducatif sûr et propice à l'apprentissage pour tous les enfants du Bénin. Hors du Bénin, plus précisément au Sénégal, le projet de loi d'amnistie a passé l'étape de la commission des lois à 16 voix pour, 3 contre et 7 abstentions. Il s'agit ainsi de la dernière étape avant l'examen de ce projet de loi d'amnistie par l'Assemblée des députés en plénière demain mercredi. En Gambie, la création d'une cour internationale pour juger des crimes commis sous l'ère de Yahya Jammeh se précise alors que l'ancien dictateur qui a dirigé le pays de 1994 à 2017 vit en exil en Guinée équatoriale. Des parlementaires ont terminé hier lundi, leur examen d'une loi pour un futur bureau du procureur dans le cadre d'une cour de justice hybride. Il s'agit là de juger de multiples crimes commis sous ce régime. Il faut noter que depuis le 29 février dernier, un comité d'experts a commencé ses travaux pour jeter les bases de ce futur tribunal. Terminons cette page inter par l'actualité concernant le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a appelé ce mardi le Hamas à accepter un cessez-le-feu immédiat avec Israël au moment où les négociations sont en cours au Caire entre le mouvement islamiste et des médiateurs internationaux dont le Qatar. Le chef de la diplomatie américaine s'est prononcé alors qu'il rencontrait, il faut le préciser, le premier ministre qatari à Washington.
Page sport dans cette édition. La délégation béninoise de karaté-do qui participe aux Jeux africains Accra 2024 a effectué samedi dernier sa toute dernière séance d'entraînement. Récit de Colombe Oussou. Ils sont 4 karatékas qui vont défendre les couleurs du Bénin à Accra au Ghana pour les 13e Jeux africains. Nous sommes à la fin de la préparation et nous disons que vu le travail qui a été fait, que les poulains sont quand même prêts pour pouvoir aller défendre les couleurs du Bénin à Accra. Pour leur permettre de finir sur le podium, la Fédération béninoise de karaté a mis en place un programme de préparation délicat. Il est tassé sur les aspects techniques et psychologiques. Pierre-Monique Adianou a apporté sa contribution dans les dernières séances d'entraînement. Il a travaillé avec nous, surtout le mental, comment gérer le match face à l'adversaire, comment tromper son adversaire, le piéger pour pouvoir lui prendre des points au moment où il s'y attend le moins. C'est surtout sur ça qu'on a travaillé. Vous savez, les techniques sont les mêmes, hein. Juste les amener à peaufiner les petites choses, mieux comprendre ce qui se passe, se mettre vraiment dans l'esprit d'un compétiteur, d'un combattant. Venir vraiment pour gagner. Donc alors il y a des petites choses qu'il faut gommer afin que ces derniers soient prêts à affronter les Égyptiens, les Marocains et puis ensuite suivra les autres. Ils sont à la hauteur seulement. Maintenant, c'est à eux maintenant de se faire confiance et d'affronter ces derniers-là. Et puis, vous savez, on peut être champion du monde et perdre le premier jour, hein, au premier tour. Donc tout le monde a sa place dans cet événement-là. Ce que je leur demande, c'est d'être assez rigoureux, en fait. Il faut qu'ils soient vraiment rigoureux et stricts dans le travail, dans la mission qui est la leur, tout simplement. Il ne faut pas qu'ils aillent faire du tourisme. Donc quand on vient pour gagner. Donc alors il faut que j'essaie de les faire comment est-ce que c'est que le verbe gagner. La fédération croit au potentiel des 4 karatékas qu'elle envoie en terre ghanéenne. On ne va pas leur mettre la pression, mais je sais qu'ils vont vendre chèrement leur peau. Vu tout ce qu'on a mis, comme on dit, on a mis en place comme préparation, je crois qu'on peut s'attendre à quelque chose. Et ils sont prêts pour le défi, les karatékas. Mes coéquipiers et moi, on est prêts à aller défendre les couleurs nationales. On y va là-bas dans l'esprit de monter sur le podium et de faire de très belles prestations. La délégation quitte Cotonou cette semaine et les Jeux africains débutent le 8 mars prochain. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.